La Syrie au cœur des débats à l'Assemblée générale des Nations unies. Pour en parler, Vincent Hervouet, chef du service de politique étrangère à LCI. Bonjour Vincent. Bonjour. Et Chem Sakrouf, spécialiste du renseignement militaire. Vincent, François Hollande a annoncé ce week-end à New York les premières frappes françaises en Syrie. C'est une façon de peser sur la scène diplomatique, de dire que la France est encore une grande puissance. Vous savez, il y a une phrase de Clausewitz qui dit que la guerre, c'est la façon de faire de la politique par d'autres moyens. Là, on pourrait dire que c'est de la com. C'est-à-dire que quand l'avion du président se pose à Kennedy Airport, vous avez en même temps la chasse, une demi-douzaine d'appareils français qui bombardent, qui mieux, la Syrie. Et ça frappe comme les trois coups qui permettent au président d'apparaître sur la scène de cette Assemblée générale, qui est un théâtre, un peu un théâtre d'ombre, parce qu'on parle beaucoup, mais on ne décide pas grand-chose en général, eh bien, d'apparaître sur la scène comme une sorte de capitaine fracasse, ou en tout cas un homme que l'on remarque. Ça permet de se faire remarquer. Mais François Hollande est familier de la chose. Il y a 2 ans, il y avait eu ainsi vous savez, les Français aiment bien offrir le gîte et le couvert, organiser des conférences. Et il y avait une conférence internationale. À défaut d'avoir une politique, on organise au moins des conférences à Paris sur la sécurité en Afrique. Et à l'ouverture de la conférence, bingo, les Marsouins et la Légion étaient intervenus en République centrafricaine, où on les attendait depuis des mois d'ailleurs. On les avait retenus et on pensait que la seule apparition de quelques soldats, quelques parachutistes allaient tétaniser, stupéfier et arrêter le conflit, l'espèce de guerre civile larvée qu'il y avait en Centrafrique. 2 ans après, on y est toujours. Ça s'est un peu arrangé, pas vraiment, et ça n'avait pas suffi. De la même manière, ces frappes hier ne règlent absolument rien du problème syrien, évidemment, et ne renforcent qu'à la marge la main de la France dans les négociations qui s'ouvrent. Chem Sakrouf, vous êtes d'accord, ça ne va pas vraiment affaiblir Daesh, c'est plus Non, de la com? tout à fait. Il y a de la com, il y a de l'action de reconnaissance par les rafales. Maintenant, s'il n'y a pas de discussion avec les services secrets syriens qui occupent le terrain et qui sont acteurs majeurs de la lutte contre Daesh, on n'avancera pas. C'est-à-dire que Daesh n'a pas de camp d'entraînement spécifique. Ils ont pris des bâtisses déjà existantes. Ils n'ont pas construit des camps. Donc, pour savoir où se trouvent précisément ces groupuscules, il faut avoir une coordination et du renseignement humain. Et qui peut la donner ? Comment ça se passe concrètement? Là, c'est un centre d'entraînement qui a été visé, mais Oui. Comment est-ce qu'on a choisi cette cible plutôt qu'une autre? Alors, il y a un centre qui s'appelle le CNC, qui dépend de la DRM, ça veut dire le Centre national de ciblage, qui monte des dossiers de ciblage sur les cibles à atteindre pour tout ce qui est bombardement et aviation, et qui détermine, au vu des images d'Hélios ou satellitaires, ou ce qui peut être échangé avec les homologues, les cibles à atteindre. Mais là, on est sur une particularité, c'est-à-dire que ce n'est pas un groupuscule qui est dans le désert. Ils sont dans des villes, ils occupent des hôpitaux, ils sont dans les sous-sols, ils sont dans les mairies. Et sans renseignement humain, malgré le CNC, malgré tous les services de renseignement, si on n'a pas une Vous êtes en coopération... train de nous dire qu'indirectement, ce sont les services de renseignement syriens qui informent Ils informent actuellement les Américains, qui eux-mêmes informent les Français, bien évidemment, bien sûr. Et donc, à un moment donné, si on veut être cohérent dans la lutte antiterroriste, il faudra discuter avec ces services de renseignement et pour pouvoir être pertinent dans ce que actuellement le président déclare étant des frappes sur Daesh. Justement, depuis quelques semaines, on assiste à une montée en puissance de la Russie aux côtés du régime de Bachar el-Assad. Est-ce qu'on peut vraiment faire sans le président syrien? Il y a un débat entre Américains et Européens, et même entre Européens, Vincent. Notamment entre l'Allemagne et la France. Savoir s'il faut parler avec Bachar. Oui. Écoutez, depuis 4 ans, on nous a répété qu'il y avait une médaille terrible, qui avait 2 faces, Daesh d'un côté et Bachar el-Assad, et que c'était les mêmes. Et que d'ailleurs, l'État islamique n'avait pu se monter qu'avec le soutien des Moukabarats, toutes sortes de manigances des services syriens qui avaient fait monter un ennemi tellement pratique. Tout ça est une vue de l'esprit, est une espèce de reconstruction. Ça a permis à notre ministre des Affaires étrangères de dire des choses absolument énormes, du genre Bachar el-Assad ne mérite pas d'être sur terre, ce qui est quasi biblique, ou de dire le front al-Nosra fait du bon boulot, c'est Al-Qaïda quand même. C'est une posture intellectuelle et morale qui s'est avérée totalement inopérante. La réalité, c'est que Bachar el-Assad, une bande de néoconservateurs français,
ont cru en 2011 qu'on allait se débarrasser de Bachar el-Assad comme de n'importe quel Haroun Poucha dont on se débarrassait au temps du néocolonialisme. C'était une vue de l'esprit et une erreur fatale, car ce régime est enquisté dans des siècles d'oppression des Alaouites et tient, est dur, ils sont durs au mal, ils sont durs à éviscérer, ils sont durs à enlever. Et Bachar el-Assad a tenu pendant 4 ans. Et aujourd'hui, le petit fortin alaouite que les Russes s'empressent à blinder actuellement du côté, le dernier réduit du côté de l'attaquer, je veux dire, personne n'ira y chercher Bachar. Donc on a fermé notre ambassade. On s'est contenté de faire des déclarations pendant 4 ans. On a essayé d'y entrer nos amis. Et on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Ça ne marche tellement pas qu'aujourd'hui, on est obligé de changer de politique à 180 degrés. Chem Sakharov, que font les Russes en ce moment sur le terrain? Et est-ce que ça commence déjà à peser sur le conflit? Bien évidemment, l'implication des militaires russes et de leur matériel sur place va dégager une zone pour repousser et limiter le groupe Daesh pour pouvoir ensuite pilonner. C'est-à-dire qu'ils vont avancer en mettant des chars et en pilonnant pour pouvoir dégager un axe assez conséquent pour une éventuelle coalition. Là, à l'heure actuelle, au vu des accords récents qui ont été plus ou moins révélés entre l'intermédiation saoudienne et le régime syrien via l'Iran, on peut s'attendre à un revirement global de la région vis-à-vis du maintien ou pas de Bachar el-Assad. Et l'Arabie saoudite, qui est, elle, atteinte par le sud via la rébellion houthis, n'a pas besoin, d'en plus, d'avoir Daesh face à elle. Donc, actuellement, on est dans le cadre de l'arbitrage. En tout cas, Vincent, on assiste à un repositionnement spectaculaire de Vladimir Poutine sur la scène internationale, marginalisé sur l'Ukraine. Le président russe se retrouve désormais au centre du jeu diplomatique. Oui, c'est à l'endroit précis où les Français auraient tellement aimé être. C'est là où on voit qu'il y a eu un coup qui a été raté. Mais il est au centre du jeu pour l'instant. Tout le monde va le voir. Benjamin Netanyahou était à Moscou. Tout le monde se rend là-bas, Erdogan aussi, et on sent bien qu'il est l'homme par qui tout passe. Cela dit, s'imaginer que les Russes vont régler la guerre, vont monter ce corps expéditionnaire et faire la guerre à l'État islamique est aussi une illusion, parce que ça demande des dizaines de milliers d'hommes sur le terrain, ça demande beaucoup d'argent. Les Américains, en l'espace d'un an, là, viennent de dépenser, depuis la chute de Mossoul, ont dépensé déjà 3 milliards, je crois. Tout ça pour reconquérir une toute petite partie du territoire. C'est ce que relevait ce matin dans le Figaro notre excellent confrère Alain Barluet. 3 milliards pour 10% de l'Irak. Ça n'a pas empêché l'État islamique de reconquérir 2 villes importantes, Palmyre, Ramadi. Ce qui veut dire que les Russes ne feront pas le boulot. Aujourd'hui, il n'y a pas la guerre contre l'État islamique, et puis d'un autre côté, le régime syrien. Il y a la guerre de tous contre tous. Reconstruire la nation, remettre les dentifrices dans le tube, refonder l'Irak démocratique, évidemment, et la Syrie, État de droit, bien sûr, dans leurs frontières, ça paraît absolument hors de portée de qui que ce soit. On a appris ce matin que les principaux acteurs dans ce conflit, incluant les États-Unis, la Russie, l'Arabie saoudite, l'Iran, la Turquie et l'Égypte, se réuniront en octobre. Qu'est-ce qu'on peut attendre, Vincent? Les principaux acteurs n'y sont pas. Les principaux acteurs sont les Syriens et sont les enragés de l'islam salafiste radical, Donc, djihadiste. il ne faut rien attendre de cette réunion? Si, bien sûr, il est urgent d'endiguer ce fléau qu'est l'État islamique, qui s'est constitué un fief, qui a une capitale économique, qui a une capitale politique, qui s'appuie sur des dizaines de milliers de combattants et sur une population qui lui est acquise. Il est urgent de reséduire, de retourner et d'affaiblir cette organisation. Mais les principaux acteurs que vous venez de lister, ce sont les États voisins, les États inquiets autour. Mais le problème, il est central. Chem Sakharov. Non, je pense qu'il faut se féliciter de la nouvelle diplomatie sur cette zone. Voilà, il faut encourager ces efforts de discussion. Je pense qu'aucun Syrien, ne vaut Bachar el-Assad et qu'il ne faut pas s'arrêter sur Bachar el-Assad pour laisser Daesh progresser et qu'il est urgent maintenant d'avoir une réelle politique cohérente avec les intérêts de la France. Merci à vous deux. Et la Syrie sera bien évidemment au cœur du tête-à-tête entre Barack Obama et Vladimir Poutine. Aujourd'hui, restez avec nous. Dans quelques minutes, un nouveau journal sur LCI.